Alors, cette troisième session portera sur les méga trends de l'entrepreneuriat. Mais avant cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un entrepreneur social qui travaille donc dans ce domaine depuis quelques années actuellement et qui réussit grâce à un projet très innovant sur l'impact social qui s'appelle Wallah Weekend. Il est le fondateur de cette association Wallah Weekend. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, c'est Lotfi Hamadi. The floor is yours. Bonjour. Bonjour, alors j'ai 10 minutes, je vais essayer d'être assez rapide. Wallah Weekend existe depuis 12 ans. Nous sommes une association qui est sur le terrain de l'enfance, mais avec une approche entrepreneuriale, parce que nous pensons que pour développer un pays, il faut accompagner le développement des enfants. Donc nous avons identifié 5 droits que nous voulons garantir aux enfants, qui sont les droits à la santé, à l'éducation, à l'épanouissement, à la protection physique et juridique. Et nous pensons que tant qu'il y a un de ces droits-là qui n'est pas garanti, nous sommes condamnés à avoir des enfants qui ne sont pas entiers, qui ne vont pas pouvoir, diplômés ou non diplômés, s'intégrer dans la société. Donc ça, c'était les grands principes. Comment est-ce que d'une école, on peut en faire une entreprise sociale ? Nous avons identifié un collège, il est à Haï Graou, c'est dans le nord-ouest de la Tunisie, gouvernorat de Siliana. C'était un des pires collèges en Tunisie, donc il y a de cela 12 ans. Et donc, transformer une école publique en entreprise sociale, c'est développer, comme vous pouvez voir maintenant, c'est l'état du collège maintenant, bien sûr, une ferme énergétique et une ferme agricole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une ferme énergétique ? C'est installer des chauffe-eau solaires déjà pour garantir aux élèves des internats au moins 3 douches par semaine, puisqu'à l'époque, ils n'avaient qu'une douche par mois. C'est installer 140 panneaux photovoltaïques pour que le collège produise sa propre énergie et que l'excédent soit orienté, soit dirigé vers d'autres établissements scolaires. Et bien sûr, puisque la loi le permet, commercialiser l'excédent afin de rembourser une partie de la dette des écoles. Une fois que nous avons atteint cet objectif d'autonomie énergétique, nous sommes passés donc à l'objectif agricole. Nous avons identifié les parents des élèves qui ne travaillent pas. Et vous savez peut-être aussi bien que moi qu'en Tunisie, la question de l'emploi n'est pas que les gens ne trouvent pas d'emploi, c'est surtout souvent, malheureusement, qu'ils ne veulent pas travailler. Il y a un défaut de culture du travail. Et nous avons donc identifié ces parents qui ont la capacité de travailler, mais qui ne voulaient pas travailler. Pendant 3 ans, nous avons bataillé avec eux. Nous avons parfois bataillé contre eux, mais dans leur intérêt. Et nous avons fait de ces parents qui étaient démissionnaires au début des agriculteurs. Ensuite, ce sont devenus des agro-entrepreneurs puisqu'ils exploitent 8 hectares qui produisent 150 tonnes de fruits et de légumes par an. Cette production, une partie est dirigée vers l'établissement scolaire pour améliorer l'alimentation des élèves et le reste est commercialisé dans le marché. Grâce justement à ces économies donc, que nous faisons sur les factures d'énergie et les bénéfices que nous générons grâce à la commercialisation des productions agricoles, nous finançons la réhabilitation des écoles. Donc on parle, comme vous pouvez voir, du mise aux normes de la cantine scolaire, aussi de construction de terrains, de mise en conformité de l'installation électrique, puisque non seulement les bâtiments publics consomment beaucoup d'énergie, mais le consomment aussi par la mauvaise pratique, mais aussi parce que les installations sont obsolètes et que ça participe à une surconsommation. Et nous faisons aussi de l'isolation thermique. Alors, nous, notre objectif, c'est un objectif national, donc toutes nos solutions doivent être économiques, écologiques et durables. Bien sûr que nous aurions pu installer du chauffage et de la climatisation pour ce projet pilote, mais nous ne pourrions pas, bien sûr, à l'échelle nationale. Nous pensons qu'aujourd'hui, les solutions ne doivent pas être des solutions parfaites, parce que la solution parfaite n'existe pas, mais que, par exemple, avec l'isolation thermique, on peut garantir aux enfants d'avoir moins froid en hiver et moins chaud à l'approche de l'été. Donc, une fois que nous avons travaillé sur ce cadre de vie, nous nous sommes penchés sur le financement du cadre d'études. Donc, nous finançons des clubs extrascolaires chaque vendredi. Les élèves ont 13 clubs à leur disposition, tels que ceux que vous voyez là, club de basket mixte, d'entrepreneuriat, culture, permaculture, club de cinéma. C'est cette petite fenêtre que nous avons en tant que société civile pour essayer d'impacter sur l'éducation des enfants, puisque en tant qu'association, nous n'avons pas le droit de toucher au programme scolaire et encore moins de toucher à l'absence de pédagogie, de formation pédagogique des professeurs. Donc nous essayons, en tout cas le vendredi après-midi, avec ces clubs-là, d'apprendre à apprendre
aux élèves. Maintenant, je vais vous montrer, on a aussi, bien sûr, on touche à la santé. Il y a la question de la précarité menstruelle que vous devez sûrement connaître, puisque une grande partie des filles qui se déscolarisent parce qu'elles n'ont pas accès à des protections hygiéniques lavables. Et bien sûr, toujours avec cette approche entrepreneuriale, nous avons lancé la production de culottes hygiéniques lavables en partenariat avec Chantel, le leader mondial de la lingerie française. Et désormais, ces filles qui rataient des cours, qui rataient des examens, qui se déscolarisaient parce qu'elles n'avaient pas de protection hygiénique, grâce à nos culottes hygiéniques lavables, pendant 3 ans, ont des protections hygiéniques saines qu'elles peuvent laver à l'eau froide et qui durent 3 ans. Ça, nous avons également, enfin, ça c'est pour la protection physique et juridique. Nous accompagnons les enfants qui sont victimes de violences. Nous les accompagnons, bien sûr, avec des pédopsies, mais également des juristes, puisque nous lançons des poursuites contre les agresseurs, que ce soit des agresseurs dans le cadre intrafamilial ou également, et malheureusement intrascolaire. L'occasion de rappeler que si nous avons 100 000 enfants qui se déscolarisent par an en Tunisie, ce n'est pas parce que les enfants ne s'intéressent pas à l'éducation, mais parce que, par exemple, 80% des enfants qui se déscolarisent témoignent de violences intrascolaires. Donc les enfants qui se déscolarisent ne quittent pas l'école parce qu'ils ne veulent pas étudier, ils quittent l'école parce que ceux qui sont censés finalement leur apporter l'éducation les agressent. Nous avons maintenant ce témoignage qui est celui de Shaim, qui était une ancienne élève. عسلامة، أنا شي مرحومة، étudiante en droit، قريت في مدرسة داخلية بمكثر. الظروف ما كانتش باهية، وفي الشتاء المبيت كان من داخل أبرد من برا. شبابك مكسرة، حيوت مقشرة ونداي، وحتى تيغان دو سبور كان بطحة مسيبة. بالنسبة للقانون الداخلي اللي كان يمنعنا نستعمل الأدواش، والخروج اللي يمنعنا بدوره من الأنشطة الثقافية في دور الشباب والثقافة. عديو جمعة كاملة في المبيت، نهارنا يبدا 6 متاع الصباح، نراجعوا نفطروا نقراو نتعشاو نراجعوا و9 نرقدوا ويوفى نهارنا. ولنا والله ويكان جات الكوليج متاعنا اللي تعاونت مع الإطار التربوي والمدير، حركة جديدة في الكوليج، ناس مختصة تقلب في الاركيتكتور وناس أخرى تسأل فينا على المنيو متاع الماكلة في الغفكتوار. على راينا سألونا وقت اللي أمرنا ما تسألنا على راينا، ولا كانت عنا الأهمية ذيك اللي ريناها في عينين الناس هذم لي مامبر دو ولا ويكان، الناس المختصة اللي عملت دراسة كاملة على الكوليج، شنو ناقص، شنو زايد، شنو غلط، والكل كان في صالح شخص واحد اللي هو التلميذ. لنا نقولكم الدنيا تقلبت تتخافوا. إيزولاسيون تيرميك مكنتنا من الدفا في الشتاء، السخان الشمسي مكننا من 3 دواش في الجامعة، لي بانو سولير مكنونا من توفير الاكتفاء الذاتي من الطاقة للكوليج، تيغان دو سبور مكننا من أن نمارسوا أكثر أنشطة رياضية، سال دو سينما مكنتنا من الانفتاح على العالم، وسال دو إيلورنينغ مكنتنا من البحث الفردي على المعلومة. وهذا الكل خلينا ننفحوا أكثر في القراية ونقص من الانقطاع المبكر على الدراسة، وبناء طريقة تعامل جديدة بين الإطار التربوي والتلميذ تتميز بالثقة. أنا شي مرحومة بورت بارول والله ويكان. Merci. Pendant 12 ans, nous avons travaillé sur ce collège qui était un laboratoire pour nous. Maintenant, de ces 12 ans d'expérience, de stress, nous avons stressé le modèle au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau financier, mais surtout au niveau humain, parce que vous savez, dans ce pays-là, vous pourrez venir avec la meilleure des solutions et avec le plus gros des financements. Si finalement vous n'adhérez pas les personnes au projet, eh bien, nous sommes condamnés à l'échec. L'objectif maintenant est celui de développer à l'échelle du gouvernorat de Bizerte, grâce à un financement de 1 million d'euros des Pays-Bas, le modèle sur tout le gouvernorat.
Voilà, avec ce financement des Pays-Bas, merci, que nous débutons ce mois-ci. Nous avons 3 ans pour tester la mise à l'échelle sur le gouvernorat de Bizerte. Et j'espère que d'ici 3 ans, on pourra vous dire que voilà, we did. Merci. Un grand merci à Lotfi Hamadi, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je voudrais juste, Lotfi, où est-ce qu'il est? Voilà, il est derrière moi. Alors, Wallah Weekend, pour nos amis qui viennent de l'étranger, qui ne comprennent pas, c'est un peu idiomatique. It means, I swear. Cela veut dire, je jure que je peux. Je vous prie de croire que la révélation divine, donc week-end. C'était une sorte on va dire, de juxtaposition de concepts. Oui, c'est ça. Quand il y a eu la Révolution, je venais du Canada et j'ai été gavé à l'époque. Il y avait les élections d'Obama avec Yes Weekend. Ou quand je suis arrivé en Tunisie, à chaque fois que je proposais quelque chose, on me dit non, c'est pas possible. Ou tout seul, c'est venu voilà. Non, on vous dit Wallah, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà Weekend. Merci Lotfi. Merci d'être avec nous. Alors, pour le dernier panel, on va parler d'entrepreneuriat et mégatrend. Alors aujourd'hui, les SPE sont confrontés à nombreuses difficultés. Nous avons étayé quelques-unes de ces difficultés-là, mais aujourd'hui, face aux nouvelles tendances qui sont en train d'émerger sur les marchés, les SPE, elles aussi, sont en train de faire leur mutation. Alors sur l'entrepreneuriat et mégatrend, on va essayer de parler d'économie verte, d'économie orange, d'économie grise également. Et je pense que c'est une question très très importante parce qu'elle interpelle, je dirais, cette transformation des SPE. Pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi, je commencerai par elle, Madame Giva Stiglitz. Elle est là. Elle vient d'avoir un petit accident lors de sa visite à la Médina. Alors, elle est experte senior département international de l'Agence pour l'emploi de Slovénie. Donc, je la salue et je salue la Slovénie également et tous ceux qui viennent de Slovénie. Bienvenue parmi nous. J'invite également Madame Shema Galgouri. Voilà, elle est PDG de TAMS, Tunisian Association for Management and Social Stability. J'invite également Sidanouer Al-Alaoui, directeur de partenariat et de la communication de la coopération à l'ANAPEC du Maroc. Bienvenue parmi nous. J'invite aussi, pour terminer ce beau panel, c'est Abdelrazeg El-Béchir, directeur du département du développement des compétences Tashril de Mauritanie. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, on a pris un café ensemble. Donc rassurez-vous, il va être là, il est là. Mais on va commencer peut-être par planter le décor avec Madame Shema Galgouri, PDG de TAMS, qui a demandé d'être sur le podium donc pour sa présentation. Ensuite, je vous poserai quelques questions. Shema, vous avez 10 minutes. Le clicker. Alors, est-ce qu'il y a un clicker? Oui, voilà. La régie, il est là. Voilà, super. Je vais parler en anglais. My name is Shema. Je m'appelle Shema Galgouri. Je suis le PDG de l'Association tunisienne de la gestion et de la stabilité sociale. Dans le monde du développement, PDG n'est pas simplement être directeur exécutif, mais simplement chef en engagement. C'est beaucoup plus qu'exécution, mais il s'agit d'inspirer également son équipe. Bien entendu, nous sommes une organisation axée sur notre mission. Je ne vais pas être très longue pour vous présenter ce que nous avons fait. Nous mettons l'accent essentiellement sur l'inclusion économique des jeunes et des femmes en insistant sur leur participation sociale. Nous existons déjà depuis 18 ans et TAMS
est un investissement social. Je viens d'une ONG internationale, je travaille à l'échelle internationale et mon rêve était de faire quelque chose dans mon pays. Je suis venue de l'international, c'est un investissement d'une société privée dans une ONG. Nous avons commencé avec 15 000 dinars en 2006. Nos activités sont gérées par 3 départements. Nous avons le département de l'entrepreneuriat et de l'inclusion financière. Nous avons également le département de l'habilitation des femmes avec de bonnes relations avec le ministère des Femmes visant à appuyer les services publics pour les femmes victimes de violences. C'est quelque chose dans lequel nous sommes extrêmement engagés. Nous avons également le département des droits humains et des minorités créé en 2019 et nous sommes partenaires avec du HCR, avec les migrants, et c'est une extraordinaire expérience pour essayer de créer des micro-entreprises et placer les réfugiés et avec des cartes de réfugiés de façon légale en Tunisie. Bien entendu, lorsque l'on parle d'organisations non gouvernementales, nous n'avons pas de budget. Notre valeur n'est pas liée au budget, mais plutôt aux personnes qui travaillent. Nous avons 65 personnels permanents, 12 consultants. 80% de notre équipe est constituée de femmes. Ce sont des personnes qui ont des expertises, des connaissances et qui abordent l'entrepreneuriat et l'habilitation des femmes et l'inclusion des minorités dans le pays. Et ils sont jeunes et j'aimerais insister sur la jeunesse car tout change tellement rapidement pour une ONG de suivre les bénéficiaires d'aujourd'hui, essentiellement parmi les jeunes entrepreneurs. Et nous verrons les différents profils aujourd'hui. Nous avons besoin donc de cette jeune génération. Et nous couvrons toute la Tunisie, mais nous n'avons pas de bureau en Tunisie. Nous n'avons que 3 bureaux et nous travaillons en partenariat avec le secteur privé dans le monde entrepreneurial, avec les organisations des collectivités locales. Nous travaillons en partenariat avec le gouvernement également. Nous couvrons les organisations communautaires qui connaissent bien mieux que nous leur région. Lorsque l'on parle de partenariat, c'est au niveau de la conception des programmes, au niveau de mise en œuvre du programme, au niveau de l'évaluation et en fin de compte, au niveau du cycle de tout programme. Nous essayons réellement de mettre en place un consortium de partenariat car il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre seuls. Il ne s'agit pas d'une seule femme ou d'un seul homme qui peuvent résoudre ceci. Nous avons des histoires et Wallahi we can. J'adore ce slogan Wallahi we can. Ce n'est pas un slogan, mais Wallahi we can. Et j'aimerais les féliciter de ce projet. Mais nous avons également d'autres jeunes qui sont très engagés dans ce type d'initiative en termes d'entrepreneuriat social. Ici, j'aimerais insister, je ne vais pas vous parler de tout ce que nous faisons car ces chiffres sont liés à des chiffres, mais les 7000 entrepreneurs futurs et établis sont en train de changer. Lorsque nous développons nous avons lancé l'ONG en 2006, nous parlions de micro-entreprises, puis nous sommes passés aux entreprises rurales, puis en entreprises de femmes et ensuite de technologie. Cela va réellement rapidement. Nous ne pouvons pas les choses sont en pleine mutation et nous ne pouvons pas maîtriser cela à moins que nous ne suivions ces processus et les ambitions et les rêves de cette jeune génération. Et heureusement, et là je dis heureusement parce que nous sommes tous concernés. Cela ne veut pas dire qu'il s'agisse de la Tunisie ou du Maroc. Chaque pays dans ce monde est concerné par ces problèmes et il s'agit de problèmes mondiaux mais qui sont très localisés en termes de solutions. Et notre
Notre mission consiste à trouver des solutions par rapport aux enjeux mondiaux également, comme nous le verrons. De quoi parlons-nous aujourd'hui? J'aimerais vous faire part d'une réflexion. Nous voyons non pas un changement de valeur, mais des définitions différentes de la valeur de l'entrepreneuriat ou de toute entreprise. Nous parlons de valeur de marché, il s'agit d'argent. Ce sont des entreprises dans lesquelles vous investissez pour réaliser des bénéfices, aussi simple que cela. Puis nous parlons également de propositions de valeur, ce qui veut dire qu'est-ce que vous proposez à vos clients en plus d'un produit ou d'un service. Pour que cette entreprise se sente mieux, pour que la femme se sente mieux mentalement. Quelle est la valeur de votre service par rapport aux concurrents? Pour quelle raison est-ce que je vais acheter un service de chez vous? Quelle est cette valeur ajoutée? Cela ne veut pas dire que c'est la même chose que la valeur de l'argent. Il ne vous reste plus que 2 minutes. Oh, c'est tout? Non, non, je suis désolée. Encore 2 minutes de plus, encore. Non, non, c'est 10 minutes, 2 minutes. Vous devez finir dans 2 minutes, pas plus. Et maintenant, nous parlons de valeur durable de l'entreprise qui est liée à l'environnement, à la valeur économique, à beaucoup d'autres valeurs. Donc, très rapidement, lorsque l'on parle d'entreprise durable, nous parlons d'objectifs de développement durable. Et il est essentiel de voir comment le monde des affaires est lié à ce monde du développement durable, à l'environnement, parce qu'il s'agit de la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous avions des investisseurs traditionnels lorsque l'on parle d'entrepreneuriat social qui a un impact, qui investissent dans la valeur égale bénéfice moins coût. Nous parlons davantage maintenant plutôt d'investissement d'impact et il s'agit de bénéfices environnementaux et sociaux, de même que de profits. Tout le monde est concerné. C'est le nouveau business model pour toutes les entreprises. Voici la variété d'entreprises et nous devons créer un environnement. Les entreprises à but non lucratif, les entreprises sociales, les entreprises d'affaires traditionnelles, toutes doivent exister. Et il ne s'agit pas simplement d'être axé sur le profit ou sur l'impact, mais tout doit être lié l'un à l'autre. Nous avons besoin de tous ces types et nous sommes très heureux d'avoir ce type d'entreprise qui arrive sur le marché aujourd'hui. Je ne vais pas expliquer tout ceci, mais nous parlons de valeur de marché, nous parlons également d'approche de l'impact. Dans le monde des affaires, toutes les entreprises réfléchissent à une approche pour avoir un impact et elles mettent ceci comme indicateur dans leur business model. C'est une opportunité, mais il est très difficile de mettre cela en place. Et là, je dois être très rapide. Ce sont des exemples d'un nouveau fonds d'impact en Europe simplement, mais je suis certaine qu'il en existe d'autres dans le monde. Ce sont des tendances, mais nous devons créer l'écosystème pour avoir notre entrepreneuriat d'impact et social qui fonctionne pour nous en tant que gouvernement. Pour suivre cette voie, nous avons consacrer une partie de notre budget à ce que l'on appelle des investissements pour l'impact. L'année dernière, nous avons consacré 1,6 million de dinars tunisiens pour les entrepreneurs d'impact grâce à nos bailleurs. Merci à la GIZ, à l'Agence française et toutes les organisations financières. Et il est très important de penser à ces entreprises. Cette année, nous avons déjà confirmé près de 500 000 $ qui seront investis, sans dans la création ou dans l'extension des entreprises. Nous attendons encore l'approbation de ces bailleurs. Et si nous l'avons, nous aurons 2,2 millions de dollars. Et nous voulons que cela ait un impact. Ce n'est pas une subvention qui est perdue. Elle est investie chez des entrepreneurs qui créent de la richesse et de la croissance. Mais devons être romantiques dans ce que nous faisons. Nos résultats seront toujours, parce que c'est un engagement, seront l'appui à la réussite. Nos jeunes doivent être en mesure de rêver, de réaliser leurs rêves et servir le pays. C'est pour cette raison que nous sommes ici et nous adorons ce que nous faisons et nous le faisons très bien, je pense.
Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère avoir respecté le temps qui m'était imparti. Merci. Shams, très intéressante cette présentation. Moi, peut-être, je voudrais vous poser une question par rapport à l'impact. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, vous accompagnez des entreprises qui essaient d'avoir de la durabilité, dans leur process. Et aujourd'hui, toute la question est de savoir, est-ce qu'on peut concilier durabilité et profitabilité? Souvent, les investisseurs disent, si je suis durable, je peux ne pas être rentable. Et si je suis rentable, je ne peux pas être durable. Est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous dans un nouveau paradigme dans lequel on essaye de ménager les deux concepts et dire finalement que ce n'est pas paradoxal? Ben, vous avez répondu à la question, vraiment. Je suis d'accord. C'est un nouveau modèle. Qu'on est en train, disons, d'inventer pour que ça soit rentable, mais en même temps qu'il y ait l'impact. Il n'y a pas une réponse facile à ça, parce que chaque entreprise choisit sa mission en termes, même les entreprises deviennent des entreprises à mission. Il faut aussi que les ONG elles-mêmes se posent des questions aussi. Nous, on parle aussi de notre durabilité. Oui, la composition, elle est complexe, mais je crois qu'à un certain moment, il faut que l'écosystème soit favorable à ce qu'il y ait une rentabilité et un impact à travers les investissements, à travers les lois, à travers l'encadrement de ces entrepreneurs, à travers les marchés, à travers les ouvertures. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, même avec Wallah Weekend, je voulais avoir plus une idée sur son modèle économique. Maintenant, les modèles économiques sont en train d'être créés. Donc voilà, vraiment, voilà. C'est un challenge. Merci, merci. On peut applaudir Shams. Shema. Alors, Sidan Ouar-Alaoui, vous êtes directeur du partenariat et de la communication et la coopération à l'ANAPEC, donc SPE marocain. Alors, vous avez une présentation. Moi, je voudrais peut-être vous poser une question. Si vous souhaitez faire la présentation, ensuite je poserai la question. C'est en relation, en fait, avec ce que disait Shema tout à l'heure. Quid des ressources humaines? Parce qu'aujourd'hui, finalement, si nous avons des investissements à impact, eh ben, il va falloir donc trouver les ressources humaines qui vont devoir alimenter donc, ces investissements-là. On parle d'économie orange, on parle d'économie verte, on parle d'économie grise aussi, on va y revenir parce que je pense que c'est très important de parler des seniors et du travail des seniors, de l'employabilité des seniors, des changements de vocation, je dirais, des seniors. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre à ma question, ensuite faire la présentation, ou faire la présentation, répondre à mes questions. Les deux. Les deux ensemble, super. Alors. Les deux. Je vous donne 10 minutes, voilà. Merci. D'abord, très ravi de revenir encore une fois en Tunisie, un pays que je chéris beaucoup, et merci pour toute la qualité de l'organisation, et merci pour la qualité de la modération, c'est un plaisir. En fait, moi je vais être très succinct sur ma présentation, et dans ma présentation, il y a aussi des éléments qui répondent à votre question. Généralement, je suis très mal à l'aise avec les présentations, mais cette fois-ci, je voudrais quand même la partager. Surtout, parce que, prenez votre aise, faites comme vous voulez. Alors, quand on parle de l'économie green ou silver economy, c'est généralement des économies qui sont très prometteuses, avec une croissance qui est attendue dans des secteurs d'économie verte. Je parle de l'énergie renouvelable, je parle de l'efficacité énergétique, je parle de la gestion durable des ressources. Et quand on parle de la gestion durable des ressources, il ne s'agit pas que de ressources naturelles, mais aussi versus des ressources humaines et technologiques aussi. La valorisation des déchets aussi. Exact. Économie circulaire. Exact. Et donc, ces changements et ces paradigmes qu'a connu le monde a stimulé ce genre de sujet et a donné lieu à de l'innovation et aussi à des investissements dans des solutions qui sont
d'abord respectueuses de l'environnement, mais aussi qui prennent en considération tout l'aspect et la dimension RH du pays. Et je ne vais parler que du Maroc que je connais. Et donc, quand on parle de l'économie silver ou silver economy, ça renvoie généralement aux activités économiques qui sont liées principalement au vieillissement de la population, le vieillissement de la démographie, et dans de nombreux pays qu'on est en train de vivre. En tout cas, nous, les pays arabes qui ne souffrions pas à quelques années de près de ce phénomène, on commence à en goûter quelque chose, parce que moi j'estime que les conditions démographiques ont changé. En tout cas au Maroc, une grande question par rapport aux familles qui avant avaient, la seule famille avait 10 ou 5 enfants, ou 8 ou 9. Aujourd'hui le défi c'est d'en faire 2. C'est pas parce qu'il n'y a pas une prédisposition, mais c'est aujourd'hui toutes les conditions socio-économiques ont changé. Et de facto, on commence à réfléchir sur le sort des enfants, la scolarisation, la vie sociale, l'hébergement, le logement, tous ces... Et je pense que c'est la même photographie en Tunisie et partout dans les pays arabes. Et donc c'est un vrai sujet de notre jeunesse et du vieillissement de notre population. Et donc le vieillissement démographique dans ces nombreux pays ont donné des opportunités dans le secteur, comme la santé. Aujourd'hui, il y a des secteurs au Maroc, et j'imagine notamment aussi en Tunisie, qui commencent à émerger, c'est celui des soins aux personnes âgées. Et nous connaissons aujourd'hui des difficultés au niveau des familles qui sont en charge des personnes âgées. Est-ce qu'ils sont en même temps appelés à être actifs dans le marché de l'emploi? Et quid des personnes âgées qui sont à leur charge? Qui va s'occuper d'eux? Et c'est des spécificités qui commencent à émerger. Et donc, c'est un vrai besoin qui commence à se faire sentir. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse accompagner ce besoin. Au Maroc, on est en train d'exporter de la main-d'œuvre qualifiée par rapport à ces secteurs-là à l'étranger, mais on commence à en souffrir nous aussi. Et donc, c'est toute une réflexion, et je réponds à votre question, de l'adaptabilité des ressources humaines pour faire face à ce besoin, qui est national d'abord, avant de traiter celui de l'international. Et donc, c'est tous les processus d'amélioration de l'employabilité, de requalification, de reconversion, de formation initiale pour pouvoir répondre à ces besoins pressants. Et puis, il y a aussi une référence aux technologies qui sont adaptées aux seniors et des loisirs pour les aînés qui devraient croître. Ce qu'on ne connaissait pas avant. Donc maintenant, il faut d'abord, il faut qu'on diagnostique, il faut qu'on développe, il faut qu'on mette en place des solutions qui vont répondre favorablement. Il faut surtout qu'on adopte quelque chose de très périn qui ne réfléchit pas qu'aux 10 ans qui vont arriver, mais qui réfléchissent vraiment à des générations qu'on va croître. Et donc, cette économie silver est une économie émergente et est une économie qui présente énormément d'opportunités, d'où la nécessité, en tout cas parmi nos services, les services publics de l'emploi, parmi nos missions, c'est de pouvoir s'adapter à ce changement. Sidan, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre un senior ou quelqu'un qui n'est pas arrivé à la retraite sur ce domaine-là? Parce que souvent, nous en Tunisie, nous avons ce débat-là, par exemple, lorsqu'on a essayé de dire qu'on va essayer d'augmenter l'âge de la retraite, parce que l'espérance de vie, c'est la même chose, c'est l'espérance de vie en Tunisie, elle est en moyenne de 78 ans, pour les femmes, 74, 76 pour les hommes, si ma mémoire est bonne, et si mes chiffres sont bons. Donc nous ne sommes pas dans cette logique-là, d'abord pour financer, je sors un peu du sujet, mais c'est important aussi, donc la question des sécurités, des caisses sociales. Donc faire de l'employabilité auprès du gris, des seniors, n'est-il pas un handicap
pour des générations qui sont en attente d'être embauchées ou d'embauche et qui aujourd'hui souffrent d'un taux de chômage qui est assez important. En Tunisie, par exemple, nous avons un taux de chômage qui est de 16,2%, si mes chiffres sont bons encore une fois, mais nous avons un problème aussi avec les diplômés de l'enseignement supérieur. Nous avons à peu près 310 000 diplômés de l'enseignement supérieur. Quelque part, cette problématique, je pense qu'elle est visitée aussi. Elle est partagée d'abord. Elle est partagée, c'est une réalité aussi que se partage, je pense aussi, mon ami et mon cher frère de la Mauritanie et de la Douakala Tchril va en parler aussi. Elle est très partagée. C'est un paradigme. C'est un paradigme, c'est un paradoxe aussi, parce que quand on parle de chômage des jeunes, des nouveaux arrivants, c'est une donne, c'est une prestation qui est bien définie. Mais quand on parle aussi des chômages qui touchent les diplômés, les seniors, c'est une autre donne. Et c'est une autre façon de faire. Et donc, c'est pour ça sont là les services publics de l'emploi, c'est pour pouvoir réfléchir à des prestations à mettre en place pour les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, type formation complémentaire, des formations sur des soft skills, sur des besoins aujourd'hui qui sont très demandés par le marché de l'emploi, pourvoyeurs d'opportunités et qui recrutent sur des secteurs bien déterminés, technologiques, services et autres. Et puis aussi trouver des solutions pour les diplômés chômeurs qui sont là depuis un certain moment et qui ont besoin d'abord d'agir sur leurs compétences déjà sur leur acquis académique. Et donc là, on est en train de parler beaucoup plus de reconversion, oui, beaucoup plus de complètement des formations qualifiantes qui vont travailler avec un diplômé, je dis n'importe quoi, licencié en philosophie, pour le rendre développeur ou codeur dans un domaine qui est particulier. Donc, un service public de l'emploi, c'est le challenge qu'on essaie de soulever. Et je pense toutes les mesures incitatives pour l'emploi qui sont gérées par les différents services publics de l'emploi ont une vocation de répondre à ce double besoin. Pour la question des caisses de retraite et de l'âge, c'est aussi un phénomène qui n'est pas aussi un phénomène de notre région, il est aussi un phénomène partagé dans d'autres régions. On voit même sur d'autres pays sur le continent européen qui vont jusqu'à 67 ans, 65 ans, 67 ans, ce qui prouve qu'il y a aujourd'hui un vrai besoin de réforme structurelle de notre perception de gérer ces composantes de retraite et d'âge à la retraite. Et puis, il faut ouvrir un vrai débat sur les gens qui arrivent à la retraite et qui sont encore en capacité d'être plus actifs. Tout à fait. Et c'est là où les seniors, c'est là où les pays peuvent, je dirais, profiter de la seniorité de ces gens et pouvoir mettre des programmes de mentors, de tuteurs pour pouvoir accompagner les moins jeunes et ceux qui sont... Alors, je voudrais vous solliciter sur une autre question aussi qui me semble très importante et pertinente et qui cadre parfaitement avec le débat. Vous-même qui êtes marocain, l'économie sociale et solidaire, c'est un phénomène très très important. Je sais que le Maroc était pionnier dans la région à mettre en place. Moi, en 2010, je suis parti donc une fois à Marrakech et on est allé dans la vallée d'Orica et là, on a vu une coopérative de l'argan. Et le modèle économique m'a interpellé à cette époque-là. Nous, en Tunisie, on a commencé ce travail depuis 2014. Nous avons adopté une loi en 2020, mais cette économie sociale et solidaire n'est pas en train peut-être de jouer pleinement son rôle. Donc ça serait très bien de nous parler très brièvement de l'importance de cette économie sociale et solidaire par rapport au PIB marocain, par rapport à l'inclusion, je dirais, sociale et financière, et peut-être même donc cette inclusion globale donc, des populations qui sont concernées par ce nouveau ancien modèle donc, économique. Alors, en tout cas, chez nous, l'économie sociale et solidaire, c'est un vrai levier de développement.
C'est un vrai levier de développement. Sous l'éclairance de Sa Majesté le Roi, il y a eu même un programme national qui s'appelle l'Initiative nationale de développement humain, qui est basé principalement sur l'économie sociale et solidaire. Il faut dire qu'on a été vraiment très surpris par le potentiel sur cette économie sociale et solidaire. On entendait parler dans des pays de l'Amérique latine, dans des pays où c'est très développé, mais quand on a L'Espagne, voulu... 20% du PIB, l'Espagne la qui est- France ouais, également une contribution très importante. et donc, L'Allemagne. ce sont des économies qui sont orientées vers le bien commun et qui contribuent à réduire les inégalités, à donner plus de chances, à être plus inclusifs. Donc, on regarde, par exemple, au Maroc, l'exemple que vous avez dans les coopératives à l'Orica, on a vu l'émancipation des femmes qui ont créé des choses mais formidables, qui, dans les années 80, étaient encore sous la tutelle de la consommation des grandes entreprises, mais qui étaient méconnues. Mais quand on leur a offert tout l'espace de s'émanciper, de pouvoir s'organiser en coopérative, en coopérative de services, on a vu que le potentiel il est énorme, d'abord, que c'est une solution pour lutter contre le fléau, le grand fléau de chômage, et c'est un levier d'inclusion. Donc on ne parle pas que des femmes, on parle des personnes, des handicapés, on parle aujourd'hui des NEETs qui sont très loin du marché de l'emploi, ils commencent à être absorbés par ce secteur. Et donc, chez nous au Maroc, c'est un vrai levier de développement économique et c'est un vrai levier aussi de création de richesses et d'emplois. Alors, Sidan, je vous laisse terminer votre présentation très Non, brièvement. elle Donner la parole à Sil Béchir. Elle reprend ma présentation, j'ai parlé de l'économie solidaire comme un levier de développement économique et donc on en a parlé. On a parlé je voulais parler aussi des motivations dans l'éco-innovation. Oui. Quelles sont les motivations des auto-entrepreneurs qui sont souvent ancrés dans le désir de concilier entre les activités économiques et celles qui répondent au développement durable et à l'impact environnement. Et donc, moi, je partagerai sur ce slide pour dire que c'est une approche qui est particulière et c'est une approche qui a besoin d'un soutien. Alors, comment soutenir ces entrepreneurs qui sont éco-innovants? Et c'est très difficile de marier entre les deux pour être innovant et écologiquement responsable. C'est une niche. C'est une niche. Et donc d'abord, c'est un besoin d'accès au financement parce qu'il faut faciliter la rentabilité et le risque. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, c'est des projets qui doivent être encouragés. Il faut développer des solutions durables. Et puis surtout, c'est un besoin de formation et d'accompagnement. Et donc, tous les programmes de formation qui sont mis en place doivent être personnalisés d'une façon à ce qu'ils répondent aux besoins de cette composante éco-innovante et non pas partir sur des standards. Et finalement, il faut des allègements fiscaux. Si on demande à quelqu'un d'être innovant et éco-développement, c'est qu'on doit aussi l'épargner de tout ce qui est charge fiscale avec des incitations et nous avons mis en place quelques expériences au Maroc. Par exemple, ceux qui sont dans les énergies renouvelables, ils ne payent pas les mêmes taxes que ceux qui sont dans l'énergie du carbone. C'est des choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir permettre à ces jeunes auto-entrepreneurs éco-innovants de se concentrer sur la recherche et développement, sur l'innovation et de les alléger des autres secteurs. Merci, un grand merci pour Sidan Alaoui. Merci beaucoup pour toutes ces informations très pertinentes. Alors, je me dirige vers Siroud Abdelrazeg El-Béchir, directeur du département de développement des compétences Tashril en Mauritanie. Merci d'abord d'être avec nous et d'avoir fait le déplacement. Si on parle de mégatrend et entrepreneuriat, comment est-ce que la Mauritanie est en train de changer par rapport à ces nouvelles tendances? Quels sont les programmes que le SPE que vous dirigez donc, est en train de s'y mettre? Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur. Vous allez me permettre un petit mot en arabe, c'est quelques secondes.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, bonjour à tous. Paix sur la Tunisie, paix sur le peuple tunisien et paix sur la beauté tunisienne. Je suis convaincue que lorsque la beauté a été créée, elle a été créée tunisienne. Je vais vous donner 5 minutes de plus pour ça. Que la Tunisie a distribué la beauté dans le monde, mais c'était injuste. Mais elle a pris la majorité de la beauté par rapport au reste du monde. Vous venez de créer un gros problème aux hommes tunisiens. Parce qu'à chaque fois qu'on va solliciter une femme, on va regarder de travers. Quand même, il faut être franc. Écoutez ce que dit Sylvester, après venez parler avec nous. Donc, merci beaucoup. Au nom de la direction générale de l'agence Teshril, au nom du directeur général adjoint qui est là avec nous, on remercie beaucoup l'ANETI de nous avoir invités à cet événement très important. Et on remercie beaucoup toutes les équipes de l'ANETI pour l'accueil et l'hospitalité dont on était objet depuis notre arrivée à Tunis. Et donc, même si j'ai 5 minutes, je vais aller directement vers la présentation pour ne pas perdre beaucoup de temps. Comme vous l'avez dit, l'entrepreneuriat, c'est l'aubaine. Moi, j'ai dit toujours, quand on parle dans les SPE, d'habitude, quand on parle de l'emploi, on parle de 2 types d'emplois. L'emploi salarié et l'auto-emploi ou l'emploi indépendant. Mais en fait, quand vous regardez très bien l'emploi salarié, ce sont les entreprises qui génèrent cet emploi salarié. Et donc, toute la question de l'emploi doit se focaliser sur l'entrepreneuriat. Sans la création de ce tissu d'entreprise qui permettra de générer des emplois, de générer des niches d'emploi, on ne peut pas avancer sur la question d'emploi, on ne peut pas mettre à la disposition de nos générations l'emploi. C'est pourquoi nous, au niveau, et ça c'est la réponse à la question de notre cher modérateur, nous, au niveau de l'agence, on met un accent particulier sur l'emploi, surtout sur l'auto-emploi, surtout l'entrepreneuriat des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. Moi, j'étais honoré de m'avoir choisi pour vous présenter le projet d'incubateur agricole en Mauritanie. Vous avez devant vous la carte de la Mauritanie. C'est un immense territoire qui recèle beaucoup d'opportunités. Et donc, vous voyez notre réseau d'agences. Maintenant, l'Agence nationale pour l'emploi couvre tous les territoires mauritaniens, toutes les wilayas de la Mauritanie. On était créé en 2005, mais tout récemment, en 2021, on a eu la première restructuration qui a permis premièrement de développer notre système d'information. Elle a permis l'extension du réseau. On est maintenant à 22 agences alors qu'on était à 6 agences seulement. Et enfin, elle a permis la redynamisation de l'offre de services à travers des nouveaux programmes. C'est dans ce contexte qu'il y a eu ce qu'on peut appeler le virage vert au niveau de l'agence Teshril. Et c'était un virage vert à 3 dimensions. La première dimension, ce sont les ressources humaines. On a commencé à former tous nos conseillers sur tout ce qui est économie circulaire, économie verte, etc. Et on a même maintenant des formateurs nos formateurs qui se sont spécialisés en entrepreneuriat vert et circulaire. La deuxième dimension, c'était la communication. On commence à faire de la communication au profit de notre public cible sur l'importance de l'écologisation des entreprises, etc., etc. Et la troisième dimension, ce sont nos programmes. On est en train d'écologiser, si vous voulez, les programmes de l'agence. Nous, comme toutes les autres agences, on a des programmes d'auto-emploi, des programmes d'insertion, de placement, des programmes de formation, de renforcement des capacités. On essaye de mettre le label écologique sur tous les programmes. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on a on a lancé le processus de création de l'incubateur agricole de Bogué.
Donc l'incubateur, en bref, c'est quoi? C'est un acteur d'innovation pour créer une nouvelle dynamique dans le secteur agricole à travers les aspects suivants. Premièrement, le développement de l'entrepreneuriat agricole en Mauritanie. Nous avons d'immenses potentialités en matière d'agriculture, mais jusqu'à maintenant, la plupart de notre consommation nous vient des pays voisins, surtout le Maroc. Et donc, on essaie un peu de développer ce secteur qui a beaucoup de potentialités, surtout en matière d'emploi. La préservation de l'environnement et la gestion efficiente des ressources, même si vous avez des ressources, il faut les gérer. C'est la tendance actuelle dans le monde et il ne faut pas gaspiller les ressources, surtout qu'on est dans une zone aride et on a des ressources, on a des potentialités agricoles tout au long du fleuve du Sénégal, qui nous sépare du Sénégal, et donc ce sont des ressources qu'il faut réserver et qu'il faut protéger. Et la mise à disposition des services d'hébergement, d'accompagnement, de suivi pour la maturation des projets agricoles innovants. On a des projets, on a des jeunes qui sont porteurs de projets innovants, mais qui ne trouvent pas l'accompagnement adéquat pour leurs projets. Donc on essaiera à partir de cet incubateur de leur trouver l'accompagnement qu'il faut pour monter leur entreprise. Et la minimisation des risques auxquels sont généralement exposées les entreprises nouvellement créées. Je vais vous présenter encore rapidement quelle est l'offre de services de l'incubateur. Le premier service, c'est un service d'incubation. Dans ce service, on a la pré-incubation, la phase d'idéation, l'idée d'entreprise, etc. On a la deuxième phase qui est l'incubation en elle-même, c'est-à-dire comment héberger physiquement le projet au sein de l'incubateur. Et on a dans ce même service, on a un sous-service pour la phase post-incubation, c'est-à-dire tout ce qui est conseil, tout ce qui est soutien, tout ce qui est assistance nécessaire après cette phase d'incubation. Le deuxième service qu'on va offrir à nos porteurs de projets, c'est le service de formation. Il y a formation entrepreneuriale, marketing, des formations techniques, les soft skills, etc. Toutes sortes de formations qui peuvent aider, qui peuvent booster l'entreprise, qui peut aider l'entrepreneur à monter son entreprise, à mieux gérer son entreprise et à pérenniser cette entreprise-là. Après, il y aura des services de coworking, il y aura un espace dans l'incubateur de coworking, travail collectif, pour offrir aux incubés des postes de travail dans un espace commun, favorisant l'échange d'expériences et de savoir-faire. Et le quatrième service, c'est un service de réseautage, donc organisation d'infosessions, organisation de conférences, organisation d'événements de réseautage. Quel modèle économique? Actuellement, nous sommes devant 3 modèles économiques qu'on a mis en exergue. Le premier, c'est d'offrir des services complètement gratuits. Le deuxième modèle, c'est de retenir, rentrer dans les capitales des startups qui seront créées. Et le troisième modèle, c'est de faire payer l'accompagnement et les locaux. Mais ce qu'on veut faire, c'est aller vers ces 3 modèles économiques graduellement, c'est-à-dire à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, on va offrir des services aux porteurs de projets qui sont des services gratuits, mais à moyen terme, il y aura une partie des services qui sera gratuite et une autre partie qui sera payante. À titre d'exemple, quand on héberge une entreprise au sein de l'incubateur, on lui donne une parcelle de terre pour faire de l'agriculture, on aura une partie des rentrées. Parce que dans l'incubateur, il y aura encore un espace marché qui permettra aux incubés de vendre leurs produits. Et à long terme, on veut vraiment que cet incubateur arrive à une autonomie financière. C'est-à-dire que l'incubateur s'autofinance lui-même sans pour autant qu'il y ait des financements de l'État mauritanien. Bon, quelle gouvernance? Je vais passer rapidement. Je crois que les 5 minutes sont... On est à 7 maintenant, mais vous avez 10. Donc, on aura un comité de direction. C'est le comité qui sera chargé de tous les choix stratégiques de l'incubateur. Un comité exécutif qui sera chargé, comme l'indique son nom, de mettre en œuvre les activités. Un comité de pilotage
qui va soutenir et conseiller le CODIR, le comité de direction et le comité exécutif. Et enfin, on aura un comité ou un conseil scientifique qui va regrouper des sages, on dit les sages de l'agriculture dans la zone, et qui vont être un peu comment dirais-je, le comité qui va conseiller tous ces organes-là. Pour terminer, quelles sont les étapes qu'on a déjà franchies? On a réalisé l'étude, et d'ailleurs l'étude était réalisée par un cabinet tunisien. On les remercie beaucoup, et c'était une excellente étude qui a été vraiment le point de départ de tout ce travail-là avec nos partenaires. Et la deuxième étape franchie, c'est la formation de l'équipe de l'incubateur. On a commencé la formation en Mauritanie. Il y a déjà un voyage d'études sur le terrain qui a été fait grâce à notre collaboration avec l'ANAPEC, on remercie beaucoup, un voyage d'études au Maroc. Il y a un autre voyage d'études qui est programmé pour le Bénin. Je ne sais pas si vous connaissez Songhai, c'est le plus grand incubateur africain agricole ouvert, à ciel ouvert, et il se trouve à Porto Novo, au Bénin. Je ne suis pas en train de faire de la publicité, mais je suis passé les voir, ils font du travail impeccable. L'acquisition du terrain a été déjà faite. On a un terrain de 4 hectares et on prépare maintenant, on est vraiment dans les travaux d'aménagement du terrain parce qu'il y aura des constructions et il y aura l'aménagement des terres agricoles. Mobilisation du financement. L'incubateur est réalisé en partenariat avec deux partenaires. Notre bailleur de fonds, c'est la BAD, c'est la Banque africaine de développement, et notre partenaire technique, c'est la FAO, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture. Et pour commencer à faire l'exercice, on a déjà fait la première cohorte de 30 personnes, comme vous l'avez vu, ils sont là, ce sont des jeunes qu'on a formés, qu'on a commencé à incuber parce qu'on a dit avant même que l'incubateur soit prêt, on l'a hébergé au niveau de notre agence locale de Bogué et on a fait cette formation pour ces 30 jeunes. Voilà les étapes franchies. On est dans la dernière ligne droite avec nos partenaires, j'ai dit la BAD, la FAO, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je souhaite qu'un jour, j'invite certains de vous pour visiter cet incubateur de la Mauritanie, cet incubateur agricole. Merci. Merci Aoud Abdelrazak Al-Béchir pour ce retour d'expérience mauritanien. Alors, on va donner le cliqueur à Madame Stiglitz. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Madame Jiva Stiglitz, qui est experte senior département international de l'Agence pour l'emploi de Slovénie. Merci d'être avec nous et prompt rétablissement après cette foulure. Alors, la présentation, s'il vous plaît. On va regarder ensemble la présentation. Ensuite, je vous poserai quelques questions. 10 minutes. Can you hear me? Ah. Okay. Je pensais que vous aviez l'appareil d'interprétation. Nous allons commencer par la présentation et ensuite je vous poserai quelques questions. Vous avez 8 minutes pour votre présentation et 2 minutes pour les questions. Merci beaucoup. Au nom du service de Slovénie et en mon nom propre, merci aux organisateurs d'organiser cet événement très intéressant. Merci de nous donner cette occasion de présenter les bonnes pratiques et merci de l'organiser dans une ville aussi belle et historique qu'hier. Dans la Médina, j'étais tellement excitée que je suis tombée et je me suis foulée la cheville. J'espère que la prochaine fois, vous l'organiserez dans un endroit moins beau et moins passionnant. Mais je plaisante. La dernière présentation avant le déjeuner, je vais garder ceci à l'esprit. Je serai très rapide. Avant de commencer, juste quelques faits concernant la Slovénie. Nous sommes un tout petit pays. Nous avons une population de 2 millions de personnes. Et vous pouvez voir le pays qui a la forme d'un poulet. C'est le seul pays au monde qui ait le nom amour dans son nom.
Voilà pour la Slovénie. Et maintenant, en ce qui concerne le projet que j'aimerais vous présenter, le campus BTC est un programme pour encourager l'entrepreneuriat. Et il s'agit du résultat d'une collaboration entre le secteur économique, le secteur académique et les services publics d'emploi pour améliorer le développement des compétences et des participants dans l'entrepreneuriat de façon innovante. Comme vous le voyez ici, nous avons le résultat de la collaboration. Il s'agit de la collaboration entre les services d'affaires académiques et publics d'emploi. BTC se trouve depuis plus de 70 ans dans le domaine et nous offrons un environnement naturel pour le développement et la croissance des compétences des participants. La deuxième partie de ce triangle est le secteur académique qui est en charge de la mise en œuvre du programme parce que nous voyons que nous avons les financiers dans la première partie, de même que les premiers en charge des idées. C'est de là que tout commence. Ensuite, le secteur académique est en charge de la mise en œuvre de ce projet. Et il s'agit de la faculté d'économie de l'Université de Ljubljana qui offre des cours, les encadrants, les enseignants qui ont eu une bonne expérience dans ce domaine. Et enfin, ce sont nous, les services publics d'emploi de Slovénie. Nous sommes en charge de la sélection des candidats, des personnes au chômage enregistrées. Nous sélectionnons des personnes qui bénéficieront le plus de ces connaissances supplémentaires, de ce développement spécifique des compétences entrepreneuriales pour le développement de leur carrière ou pour leur parcours entrepreneurial. Ce programme est conçu pour les chômeurs qui recherchent les meilleures opportunités pour réinsérer le marché du travail, comme j'ai déjà mentionné, en gagnant un développement de leurs compétences. Là, mettez l'accent au départ sur les compétences individuelles. Mais depuis 2003, nous avons étendu ce programme afin que maintenant d'autres générations peuvent faire leurs demandes et cela est reconnu comme étant une très bonne pratique qui sera poursuivie à l'avenir car les participants ont dit que l'échange d'idées intergénérationnel a été un gain très important pour tous dans le programme. Comme je l'ai déjà mentionné, tout l'objectif de ce programme consiste à introduire les participants à la pensée entrepreneuriale pour leur montrer les méthodes d'innovation entrepreneuriale en utilisant des outils de créativité. Pour quelle raison est-ce que cela est innovant? Ce programme s'appuie sur la méthodologie de la réflexion, de la conception qui a été développée par l'Université de Stanford et qui essaye de mettre beaucoup d'accent sur la créativité dans les affaires. Avec cette méthodologie, les participants l'utilisent dans leur vie courante, ce qui permet un transfert sans heurts de ces connaissances vers la pratique. En outre, ce programme est amélioré par un hackathon où les participants développent de façon intensive des solutions pour des expériences utilisateurs spécifiques. Ils ont également l'occasion de travailler sur des cas individuels et ils ont l'occasion également de travailler de façon individuelle. Ils ont l'opportunité d'avoir des conseils par des conseillers et ces cours sont parfois également rejoints par des PDG d'environnement local qui sont connus et ils apportent un appui très important avec de la part de ces PDG dans leur vie réelle et pour leur recherche d'emploi. Le programme également consiste en exercices plus vastes, pas simplement concernant les affaires que les utilisateurs pourront utiliser, comme la gestion du temps, comme
la communication, des choses dont nous avons toujours besoin, notamment dans ce domaine. Et enfin, une partie très importante de ce programme, les réactions des participants de pair à pair, car les participants donnent leur point de vue, leur appui, leur réaction, et également ce que nous avons pu observer très souvent dans ce programme est que les participants se sont réunis pour créer des entreprises ensemble. Donc, ce qui fait un cycle fermé avec des enseignements à tirer, un appui de pair à pair, des conseils. Et c'est pour cette raison que ce programme a été réussi. Il me reste combien de temps? 1 minute, très bien. Au lieu de lire les objectifs de ce programme, je vais vous faire part d'un témoignage, car les témoignages des participants sont plus importants et disent mieux ce qu'une diapositive peut vous dire. Voilà ce qu'a dit un participant. Pour prendre du recul, je peux souligner le développement de mes compétences entrepreneuriales comme valeur ajoutée de cet événement. J'ai gagné des indications sur les approches pour résoudre les problèmes sociaux et entrepreneuriaux et en abordant les solutions de réussite. Par des exemples pratiques, j'ai pu développer un état d'esprit entrepreneurial et la compréhension de l'entrepreneuriat et de l'attitude de l'entrepreneuriat. En approfondissant ma compréhension de l'entrepreneuriat, cela m'a permis de comprendre les compétences que je dois développer tout seul, la réflexion entrepreneuriale et comment résoudre des problèmes dans des situations critiques conformément à mes valeurs. En trouvant l'équilibre entre les principes socio-éthiques et le monde des affaires. Je confirme que je n'ai plus besoin de relever les défis en ayant peur, mais avec des compétences qui se manifestent comme étant des vertus. Cela me donne la capacité de résoudre les problèmes scientifiques et professionnels dans un environnement interprofessionnel grâce au PES de Slovénie qui a cru en moi et en m'ayant choisi comme candidat pertinente. C'est un véritable témoignage et je peux vous dire qu'avec Agneta, qui a été dans le projet depuis le début, vous pouvez nous poser des questions et elle pourra répondre. Vous pouvez me poser des questions également parce que je ne peux pas aller nulle part. Merci. Merci beaucoup, Madame Jiva Stiglitz. Alors, nous recevons Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Riyad Chaoud, secrétaire d'État des sociétés communautaires auprès du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui vient d'arriver. Bonjour, Monsieur le secrétaire d'État. Alors, Monsieur le secrétaire d'État va assister avec nous donc jusqu'à la fin. Ensuite, il clôturera les travaux de ce forum. Alors, on va ouvrir la session des questions-réponses avec la salle. Donc, je prendrai comme d'accoutumé 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions à poser à nos chers panélistes? En vous promettant que sur l'économie orange, vous aurez par la suite donc 2 interventions de très haute facture pour parler de cette économie orange. Alors, pas de questions? Il semblerait que tout était clair. Hein. Donc voilà, on va remercier alors Madame Shema Galgouri, s'il vous plaît. On remercie également Madame Jiva Stiglitz, c'est Anwar Al-Alawi et Monsieur Oud Abdelrazak Al-Bashir.